Bien, vous m'entendez? Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Reprendre un petit peu l'écriture inclusive. Je suis très heureux d'être ici. Juste avant de vous présenter les intervenants qui vont nous parler des mots spécifiquement, des termes qui ont jalonné toute notre période de confinement. Avant de rentrer donc dans la présentation des deux intervenants qui sont ici, je voulais d'abord remercier Will et Laurent de nous permettre de prendre la parole. Donc moi, je m'appelle Alain Volclair, je représente le département traduction à l'ITIRI à Strasbourg. Donc je suis ravi qu'on puisse avoir une collaboration avec les collègues de Bourgogne, entre autres. Donc nous avons ici deux intervenants. Nous allons parler aujourd'hui de donc, trouver les mots, comment traduire la crise. Alors c'est effectivement important. Au moment où a surgi, j'utilise surgir un peu à dessein, cette pandémie nous a tous affectés, ont surgi en concomitance des mots, des terminologies. Avec la maladie, les mots sont arrivés et nous ont un petit peu envahis, surpris, choqués parfois, angoissés d'autres fois, amusés, heureusement, de temps en temps. Il y a pas mal de néologismes assez intéressants qu'on pourra voir ensemble tout à l'heure. En tout cas, ça ne nous a pas laissé indifférents. C'est une chose qui est certaine. Donc, on va essayer de voir avec les diapositives de nos collègues ici présents un petit peu quels sont les mots qui nous ont collés à la peau pendant ces quelques mois. Des technicismes, des mots de la santé. On est tous devenus un petit peu experts de la santé sans pour autant rien y connaître. Donc, ça a un petit peu agaçant par moments. Des mots un petit peu anxiogènes, inhérents ou relevant parfois du champ lexical de la politique, de la guerre, des batailles. Le confinement, c'est pas très agréable comme mot, c'est un petit peu anxiogène. Et encore, en Angleterre, ils disent lockdown. Bon, voilà, c'est presque pire, ça dépend des pays. On va aussi faire une petite balade justement dans certains pays et faire une approche comparative entre ces différents mots dans certains de nos pays voisins. Donc voilà, petite introduction juste pour vous présenter d'abord notre collègue qui est avec nous à distance, Isabelle Coutet-Rodriguez. Isabelle, tu nous entends? Oui, et Oui, vous m'entendez? oui, on t'entend très bien, c'est parfait. D'accord. Donc Isabelle est traductrice, les deux sont traductrices, les deux camarades ici présents ont quand même des CV assez impressionnants, assez intéressants. Donc Isabelle traduit, tu me corriges si je me trompe, vers le français à partir de l'espagnol, de l'anglais, du catalan et du portugais. C'est bien ça? Oui, Ok, essentiellement en fait oui, depuis l'espagnol et l'anglais. d'accord. Donc tu as une formation un peu, même très classique et très solide. Tu as fait donc lettres supérieures, Hippocagne et Cagne, et ensuite tu t'es diplômé à l'ESIT à Paris, c'est bien ça? J'ai fait les IT. Tu as fait l'ESIT, ok. Donc, tu as travaillé comme salarié d'abord pendant 5 ans, donc c'est une possibilité pour Oui, les... Oui, je suis partie à Barcelone et j'ai travaillé là 5-6 ans dans deux maisons d'édition, d'abord médicale et puis maison d'édition d'art. Et ensuite, je me suis mise à mon compte. La dernière année, j'ai travaillé sur le grand dictionnaire Larousse. Le grand, on l'appelle ainsi en cause de son format. C'était un travail de lexicographie très très intéressant. très bien. Comme quoi, nos jeunes futurs traducteurs, voilà, ouvrez vos chakras, il y a plein d'autres possibilités. Il y a une grande transversalité dans nos métiers et avec un diplôme en poche de traduction, on peut faire beaucoup d'autres choses, notamment la lexicographie, pourquoi pas. Et donc, après une période de salarié, effectivement, tu disais que tu t'es installé à son compte. C'est aussi ça que vous pouvez faire. Il y a des postes de chef de projet qui peuvent après mener au poste aux travailleurs indépendants, ce qui est intéressant de se spécialiser. Merci beaucoup. Je vais vous présenter maintenant Dominique, qui a aussi un parcours assez atypique, assez éclectique. Si je ne m'abuse, tu es spécialiste de pas mal de domaines, pas forcément au départ en tant que traducteur, mais toutes ces spécialités que tu as pu accumuler au cours de tes études ou expériences ont convergé, c'est ça, vers la traduction. Donc, c'est aussi un autre profil intéressant, une spécialisation qui mène après
au métier de la traduction. C'est une approche intéressante. Donc, tu as pas mal de diplômes, mais en termes de traduction, tu as fait l'ISIT, hein, c'est ça? Oui, bonjour à tous, vous m'entendez bien? En fait, à la base, j'ai un départ, on va dire, assez classique, puisque je pars un petit peu sur LEA, en fait, anglais-espagnol. Et après, donc, j'ai essayé de me spécialiser en commerce international avec une formation. J'ai été assistant à l'étranger 2 fois, donc au Canada, en Australie. Et puis, je me suis dit, c'est bien les langues, maintenant, tu as un peu d'expérience à ça. J'ai cherché à me spécialiser en commerce international. Du coup, j'ai suivi une autre formation qui m'a emmené cette fois en Espagne, au Baléares, tant qu'à faire. C'était un petit peu le hasard, mais bon, j'ai passé quasiment une année là-bas, donc dans tout ce qui était agroalimentaire. En fait, toutes ces expériences-là, après, donc, et quand je suis revenu en France, donc, je cherchais du travail, et je suis rentré en fait à British Airways. Après quelques petites expériences, on va dire, ça et là, où j'ai passé une quinzaine d'années, en fait. Je n'étais pas forcément parti pour y rester, mais j'avais bien envie de mettre le pied dans une grande entreprise comme ça, internationale. Et c'est ça qui, en fait, a fait que j'avais un projet depuis longtemps, c'était de m'installer comme traducteur indépendant. Et en fait, je dis, c'est un conseil que je passe aussi, il ne faut pas être trop pressé au départ. Et je pense qu'il faut accumuler de l'expérience, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou autre. Et à partir de là, une fois qu'on s'installe comme traducteur indépendant, on a tout ça qui se met en place, qui se recoupe. Et tout ce qu'on a accumulé comme expérience, mauvaise comme bonne, nous aide, que ce soit dans le relationnel ou dans un petit peu la prise en compte d'un texte de quelqu'un. Donc voilà, je pense que les traducteurs, la plupart, ont des parcours un peu atypiques. Oui, Quelques-uns ont démarré directement, mais je conseillerais moi aussi de se forger un petit peu, je ne vais pas dire une armure, mais en fait plutôt un corps de traducteur potentiel pour la suite avec toutes ces expériences. absolument. Merci beaucoup à vous deux. On est un petit peu pressé par le temps. Nous avons 1 heure, donc un petit peu moins maintenant, 40 minutes, pour passer donc en revue des diapositives qui vont reprendre la terminologie classique que vous connaissez tous et à partir desquelles on s'est mis d'accord avant-hier là-dessus. Si vous voulez bien, donc ici en présentiel ou à distance, vous pourrez nous faire part de vos réactions sur chaque diapo pour dynamiser un petit peu la présentation. Il y a des choses à dire, même des impressions personnelles, il n'y a aucun souci, vous pouvez intervenir. On fera passer le micro dans la salle. Voilà, est-ce qu'on peut peut-être commencer ? Juste un tout petit mot par rapport au fait que ça se passe bien, parce que la table ronde, elle a un peu donné le contexte de la crise en réel pour les traducteurs. Là, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire en tant que traducteur-rédacteur, qu'est-ce qui nous intéresse? Ce sont les mots qui sont dans notre langue et les mots aussi qui sont dans nos langues de travail. Là, vous allez voir, on s'est focalisé plus sur l'anglais et l'espagnol, qui sont un peu les langues les plus, on va dire, pratiquées. Mais bien évidemment, on est preneur de tout retour sur d'autres langues. Merci beaucoup. On peut peut-être te lancer, si tu veux bien, les premières diapos, et puis je vais te laisser la parole. Bon, donc ça, c'est la première diapositive. Hein. Voilà, la thématique, elle est là. Trouver les mots dans un monde en crise, quels sont les enjeux et comment un traducteur, rédacteur, donc, va définir, adapter ses choix dans ce contexte-là. On va passer à la diapo suivante. Bon, alors, et malheureusement, voilà, de là que tout part, on va dire. Donc, on a bien mis ça en évidence. Et j'ai mis d'ailleurs le coronavirus ou les coronavirus. On va un petit peu repartir sur l'origine, parce que je pense qu'en tant que traducteur ou traductrice, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours de savoir d'où viennent les mots, pourquoi on les emploie, et surtout à quoi ça correspond. Alors moi, je ne suis pas du tout un spécialiste médical. Isabelle pourra en parler peut-être plus. D'ailleurs, tu interviens quand tu veux, Isabelle. Hein, voilà. Et donc, j'ai un petit peu rappelé ce qu'étaient les coronavirus. Donc voilà, je ne vais pas tout vous lire, mais effectivement, là, tout est là. Ce qui m'a intéressé, moi, c'était aussi le fait qu'on a vite identifié donc, ce nouveau virus en tant que SRAS-CoV-2 en 2019. Donc ça, c'est l'OMS qui l'a identifié tel quel. Mais en fait, il existait déjà. Donc ça m'a fait un rappel aussi, parce que j'avais oublié ça personnellement. Et effectivement, à partir de là, écoutez, il y a des mots, des typographies qui se mettent en place. C'est le cas de Covid-19. Alors là, j'ai mis entre parenthèses, effectivement, attention à la typographie, parce qu'officiellement, ça s'écrit comme ça, en majuscule -19. Et puis évidemment, je me suis posé la question du genre. Parce qu'en France, c'est l'usage qui a primé en fait sur l'académie, parce que l'académie en fait a réagi trop tard en France. Elle a laissé un petit peu le mot se répandre comme ça, contrairement au Québec, où l'Office québécois de la langue française tout de suite a décrété que le Covid, ce n'était pas le Covid, mais la Covid.
Voilà, et c'est pour ça qu'en France, maintenant, eh bien, il y a des dictionnaires qui donnent les deux genres. Donc, en fait, il n'y a pas de genre attitré pour Covid-19. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? L'Académie française qui a instauré le féminin pour ce virus, un peu trop tard, comme tu disais, effectivement, quand on s'est rentré dans l'usage, c'est très compliqué de faire changer les pratiques des gens sans qu'on passe un petit peu pour un snob, hein. Dire la Covid en appuyant sur le féminin, c'est presque montrer à quel point on connaît bien, on respecte l'Académie française. Donc, je ne sais pas s'il y a des réactions déjà sur le genre qui a été de ce mot. Non, pas particulièrement. Est-ce qu'en ligne, il y a des gens qui... Non, pas vraiment. Ok, très bien. En fait, ce qui est intéressant, mais bon, ce n'est pas la première fois que l'Académie, malheureusement, ne réagit pas assez vite. Et effectivement, alors moi, quand j'ai appris qu'en fait, ça venait du fait qu'on dit en anglais coronavirus disease, que disease en français est traduit par maladie qui est du genre féminin, ça ne me convainc pas. Moi non plus. Parce que je ne vois pas pourquoi, interview, par exemple, en français, a un genre masculin. Alors que si on traduit littéralement, c'est une entrevue. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui ne sont pas très cohérentes. À partir de là, je ne sais pas si Isabelle, tu veux intervenir? On peut pas te... Oui, je peux compléter ce que tu as déjà dit concernant cet acronyme SARS ou SRAS. Donc en anglais, on a SARS, S-A-R-S, puisque c'est Severe Acute Respiratory Syndrome. Et en français, donc on a SRAS pour le syndrome respiratoire aigu sévère. Et en espagnol aussi, donc, puisque je traduis beaucoup depuis l'espagnol, nous avions Síndrome Respiratorio Agudo Grave. Voilà pour le SARS. Concernant le coronavirus, en espagnol aussi, il est recommandé de l'écrire en un seul mot, sans tiret ni espace, en minuscule. Et il est invariable au pluriel, donc on dira donc el coronavirus et los coronavirus. Je rappelle aussi que pour ce qui concerne donc Covid, c'est ce qu'on appelle un acronyme hybride, c'est-à-dire qu'il est formé de syllabes et d'initiales, hein, puisque, comme vous l'avez dit, donc c'est l'acronyme de Coronavirus Disease. Donc, on a CO pour Corona, V pour Virus et une lettre simplement pour Disease. Et que nous avons aussi, on rencontre très souvent, aussi bien en français qu'en espagnol maintenant, Covid sans le numéro qui correspond à l'année de son apparition, donc 119, sans le 19, et qu'en fait, cette expression Covid-19 a été choisie par l'OMS en février dernier en remplacement de 29 Ian CoV était utilisé jusque-là. J'ai remarqué en tout début d'épidémie, c'est-à-dire pour nous à partir de février, quand on a commencé à parler de cette maladie, on voyait dans certains textes où on entendait l'expression maladie à coronavirus 2019, quand on n'avait pas encore vraiment l'utilisation de Covid. On pouvait aussi rencontrer pneumonie à coronavirus ou encore pneumopathie à coronavirus, au tout début, vers le mois de janvier. Et en espagnol aussi, j'avais rencontré à cette époque-là enfermedad del coronavirus ou pneumonia por coronavirus. Ça, c'était en fait pour ce qui concerne, disons, la nuance qu'il faut faire entre coronavirus, qui est donc le virus, et Covid qui désigne la maladie. Et ce qui me paraît aussi intéressant ici, c'est de voir comment l'un et l'autre terme vont désigner dans la langue générale parfois son contraire. C'est-à-dire que les gens utilisent le coronavirus pour parler de la maladie et à l'inverse vont dire Covid pour parler du virus. Donc ici, il y a une confusion qui est intéressante, aussi bien d'ailleurs dans la langue générale que dans les textes que nous avons à traduire, parce que, évidemment, ce n'est pas parce qu'on a coronavirus en français qu'on va mettre coronavirus en espagnol ou qu'on a COVID en anglais qu'on va mettre Covid en français, parce qu'en fait, ça ne désignera pas nécessairement le même concept. Et en français,
ou en espagnol, on n'aura pas nécessairement envie d'utiliser le même terme pour désigner ce concept. Merci Isabelle. D'ailleurs, Merci. on verra ça lors du traduel, puisqu'il y a des choses intéressantes à dire par rapport au texte espagnol, justement. Après, il y a des choses aussi qui m'intéressent concernant la graphie dont tu as parlé, là, le Covid. Covid en majuscule ou pas, comme tu disais, Covid tout en majuscule, c'est ce qui est en fait recommandé par l'OMS. Mais on remarque beaucoup Covid écrit simplement avec la capitale C, Covid-19. En fait, cette graphie n'est pas recommandée, comme tu l'as dit. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que maintenant qu'on n'en est plus du tout au début de la maladie, c'est de se demander si, en fait, on n'est pas déjà en train d'assister à une sorte de lexicalisation de ce terme, et ne serait-il pas intéressant dans ce contexte de l'écrire tout en minuscule, Covid tout en minuscule -19, un peu comme pour SIDA, le syndrome d'immunodéficience acquise, parce que c'est plus simplement un sigle, ça devient un nom commun. Tout à fait. Effectivement, il fait bien de rappeler le parallèle avec le sida. Et c'est vrai que le Covid, on le voit même souvent écrit maintenant en minuscule dans certains textes. Et c'est pour ça qu'on a ici, on a mis quelques mots dérivés, on en verra plus par la suite. Voilà, ceux-là, vous les avez vus, donc Covidien, Covidis, Covidé. Il y a beaucoup de choses qui se sont écrites là-dessus. On va passer à la diapo suivante. On va rappeler encore une fois donc l'importance de bien définir les termes, parce qu'il y a eu beaucoup de confusion au départ entre pandémie, épidémie. On a parlé d'épidémie, puis maintenant on parle de pandémie, et puis dans la presse, les deux se mélangent. Donc voilà, je tenais à rappeler donc la différence. Je pense que c'est toujours important de rappeler qu'une épidémie, effectivement, c'est beaucoup plus localisé, alors qu'une pandémie, ça commence à partir du moment où il y a 2 continents qui sont touchés. Donc ce qui est le cas du Covid-19, qui a été donc déclaré pandémie par l'OMS le 11 mars. Et par rapport à ça, donc effectivement, on s'est aussi amusé à regarder quels étaient les termes en anglais et en espagnol, alors qu'ils sont a priori les mêmes, en tout cas dans le générique, on va dire. Et puis à côté, on a quelques termes en plus, comme en anglais outbreak, plague, pestilence. Et en espagnol aussi, j'ai trouvé des choses comme oleada, brote, rebrote. Donc je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Isabelle, par rapport à ça. Oui, vous avez tous entendu l'expression pandémie mondiale, n'est-ce pas? Et la question de savoir si c'est une redondance ou pas. Absolument. J'ai regardé dans le Petit Robert, on nous dit simplement pandémie est une épidémie qui atteint un grand nombre de personnes dans une zone géographique très étendue. Le mot monde, en fait, n'apparaît pas dans la définition. En revanche, l'OMS, elle, recommande de parler de pandémie lorsque le monde entier est atteint. Donc la question est de savoir si, dans ces conditions, pandémie mondiale, surtout à l'heure actuelle, pas au mois de mars, mais maintenant que l'Amérique et l'Afrique, l'Europe, l'Asie, tous les continents ont été touchés, est-ce vraiment nécessaire de parler de pandémie mondiale et est-ce en fait incorrect ou pas? Pour ce qui est de l'espagnol, on nous dit, je vous donne la définition du dictionnaire de l'Académie espagnole, nous dit pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Dans ces conditions, on nous dit de nombreux pays, c'est une épidémie qui touche de nombreux pays, pas nécessairement le monde entier. Et l'Académie espagnole nous dit aussi que pandemia mondiale ou pandemia globale ne sont pas des redondances nécessairement à éviter. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il semble y avoir des fréquences d'usage différentes entre l'anglais, l'espagnol et le français, parce que je note qu'en France, on continue souvent en fait de parler d'épidémie, même lorsque l'on parle en fait de la pandémie. Tandis que le pandemic anglais, lui, est très très courant. Et en Espagne aussi, et en Amérique latine aussi, j'entends très souvent pandemia. De sorte que là encore, quand on a epidemic ou quand on a pandemia en anglais ou en espagnol, je me pose toujours la question, est-ce vraiment en français
l'expression la plus juste ici, est-ce de dire pandémie ou suffit-il de dire épidémie, qui reste en fait, si on fait une petite recherche par fréquence d'usage sur l'Internet, ça reste encore l'expression la plus courante, c'est-à-dire épidémie de Covid ou épidémie de coronavirus reste plus courante que pandémie de coronavirus ou pandémie de Covid. Et pour ce qui est de l'anglais, j'ai eu pas mal de textes en fait depuis l'anglais pendant cette période, et souvent je rencontre le terme crisis. Et ce terme n'a pas nécessairement, en fait, pour acception les conséquences économiques de l'épidémie. Donc, c'est pas nécessairement exactement le même sens que crise en français. Parfois, en fait, ils veulent parler des problèmes liés à la pandémie, liés à l'épidémie. Donc, à chaque fois, je me demande si je dois utiliser, en fait, crise, ou s'il est plus pertinent de parler d'épidémie dans un texte français où le terme est plus usité et où crise est vraiment connoté crise économique, quoi. En France, quand on dit la crise, et on remarque sur le net, par exemple, crise du Covid-19 n'est pas l'expression la plus courante. Épidémie de Covid-19, oui. D'accord, merci. En tout cas, dans tous les cas, c'est utile de toujours rappeler la définition d'un terme, d'un mot, même des mots usuels qu'on emploie. Moi, je sais que très souvent en traduction, je revérifie les mots, je revérifie le sens dans 2 ou 3 dictionnaires. Et la fréquence. Et la fréquence bien d'usage sûr. et Voilà. Et l'association avec voilà. les mots, avec le contexte, évidemment. La Voilà. typologie Donc, ça, textuelle, le le lecteur qui va être censé lire notre texte. Effectivement, tu as raison. Épidémie est peut-être plus une valeur ancestrale anxiogène dans la langue française. On pense à la peste, on pense à des catastrophes qui sont arrivées dans nos pays voisins ou dans nos propres pays. Pandémie est sans doute un mot que les Français connaissaient moins ou peu. Donc, effectivement, je pense qu'on peut se poser la question légitimement dans des textes à valeur divulgative si on ne peut pas garder le terme épidémie, qui est moins précis techniquement, mais qui est peut-être plus représentatif et immédiatement accessible à un lecteur modèle. On verra encore ça une fois lors du Traduel. Vous avez participé, vous verrez, c'est intéressant. On va passer à la diapo suivante, parce qu'on prenne trop de retard. Ensuite, bien évidemment, on l'a tous vécu, on en a parlé tout à l'heure du contexte, mais je tenais aussi à rappeler un petit peu le sens et l'origine, l'historique du mot confinement et comment aujourd'hui il est employé, comment il est rentré dans les mœurs. Donc voilà, donc je suis allé chercher sur 2 sources principales, donc le CNRTL, donc vous connaissez, je pense. J'espère. Et puis on verra après, j'ai repris la définition du Larousse aussi, mais voilà ce qu'il en était en fait au départ, avant qu'on l'utilise, un petit peu de façon très habituelle aujourd'hui. Et bien évidemment, là, on voit que la définition médicale, elle commence à s'appliquer à ce qu'il en a été fait ensuite lors du véritable confinement qu'on nous a imposé. Voilà. Mais c'est intéressant aussi de voir qu'en fait, ce terme, il a quand même différentes acceptions. Et si on peut passer à la diapo suivante, il y avait aussi... Voilà, ça c'est le Larousse. Alors ce qui est intéressant dans le Larousse, c'est qu'en fait, quand on va dedans, donc le Larousse numérique, la première acception, en fait, est celle qu'on connaît aujourd'hui. Donc le Larousse s'est vite mis à la page, c'est le cas de le dire, et il a mis donc cette acception-là en premier, alors que le CNRTL, lui, il est quand même resté très, très académique en gardant donc les premières acceptions. Du coup, j'ai mis évidemment les suivantes aussi. Voilà, en tout cas, confinement, ça recouvre un grand nombre d'acceptions, mais avec l'actualité, bien évidemment, aujourd'hui, l'acception qui va être conservée, ce sera celle que l'on connaît. Je ne sais pas s'il y a des réactions par rapport à ça, mais encore une fois, c'est important de rappeler effectivement d'où vient le confinement et ce qu'il en a été. Oui, je pense que dans le slide suivant, il y aura aussi des propositions de traduction et d'usage dans les pays. Voilà, c'est intéressant peut-être de faire une comparaison. Donc, voilà. On va avancer parce qu'en fait, c'est un peu la même thématique. Je passerai la parole à Isabelle aussi après, donc sur la diapo suivante. Alors, au niveau de la déclinaison de tous ces mots. Voilà, donc comme vous voyez, confinement, confiné, déconfiné, reconfiné, enfin le verbe confiner, il n'a jamais été aussi employé, décliné, on lui a trouvé maintenant des nouvelles formes avec le reconfinement, voire peut-être même le redéconfinement un jour. Donc c'est là où on voit comment dire, le côté vivant d'une langue qui fait que, encore une fois, elle s'adapte et on a des termes après qui sont, qui passent dans l'usage. Et puis après, donc, on s'est amusé à relever un petit peu tout ce qu'on avait trouvé par rapport
aux traductions en anglais et en espagnol qu'on pouvait trouver. Alors c'est intéressant parce qu'encore une fois, c'est culturel. On peut voir, comme disait Alain, qu'en anglais, lockdown, c'est quand même très fort. Oui. Même si confinement en français, c'est fort, mais ça me semble moins fort en écho que lockdown. Parce que lockdown, on a vraiment l'impression d'être enfermé à la Absolument. clé. J'ai vu qu'il y a un nom qui s'appelle Covidio. Je ne sais pas ce que c'est, mais je dois être. Hein, Oui, on Covidio, en c'est reparlera ça? à la fin parce qu'en Ok, fait, ça revient d'accord. dans les. Voilà, D'accord. dans le Mais néo. le mot cocooning aussi Oui. s'utilise, qui est quand même beaucoup plus joli et je trouve que lockdown. Hein. Oui. Ils ont effectivement essayé de rendre ça agréable. Et je pense que le cocooning, il est volontaire, alors que le lockdown n'est pas volontaire. Mais tu voulais dire quelque chose, Isabelle? On profite un peu de. Oui, en effet, parce que cette sorte de triplette entre confinement, quarantaine et isolement m'a aussi beaucoup intéressée et posé de questions depuis le mois de mars, parce que si j'ai bien compris, confinement a eu... Vous m'entendez là? Très bien. Très bien. D'accord. Confinement aussi est souvent utilisé de manière abusive, n'est-ce pas? Alors, j'ai vu qu'en fait, nous avons le confinement, certes, mais nous avons par ailleurs la quarantaine, qui est un isolement imposé aux personnes supposées ou qui pourraient être contagieuses. Hein. Et puis, le troisième, c'est donc l'isolement, qui, lui, est un régime de placement des personnes qui sont contaminées, dont on sait qu'elles sont contaminées. Et donc, on voit dans la langue générale et aussi dans la presse une grande confusion entre ces trois termes. Par ailleurs, pour ce qui est de l'espagnol, au tout début, c'est-à-dire au mois de mars, j'ai rencontré le terme aislamiento. Quand en fait confinamiento n'était pas encore entré tout à fait dans la langue, dans la presse espagnole, et peut-être était-ce aussi lié au fait que le premier pays qui a dû se confiner, c'était l'Italie, et donc on suivait un peu peut-être le lexique italien, quoi. Et oui, c'est possible. Très vite, j'ai remarqué que le mot confinement français il existe, un confinamiento a toujours existé en espagnol, mais peut-être un petit peu pas par emprunt, mais parce que la presse espagnole regarde aussi beaucoup toujours ce qui se passe en France, confinamiento a très vite été adopté en Espagne. En revanche, en Amérique latine, quand je dis Amérique latine, je veux dire dans certains pays avec lesquels il m'arrive de travailler, notamment avec la Colombie, il y a des variations qu'on appelle que les linguistes appellent des variations diatopiques, c'est-à-dire en fait des variations régionales. Hein, en espagnol, c'est extrêmement courant, tout le monde le sait, entre différents pays d'Amérique latine ou l'Espagne. Et donc, en Colombie, au tout début, les gens disaient encierro. Et maintenant, ce que j'entends tout le temps, c'est cuarentena, beaucoup plus en fait que confinamiento. Et là, je pense que c'est plutôt par le voisinage avec les États-Unis qui disent quarantine dans ces conditions. Et donc, moi, les personnes avec lesquelles je parle en Colombie, elles me disent toujours cuarentena. Et il me semble, mais ça serait à demander au public, si le terme quarantaine en portugais est également plus utilisé, notamment au Brésil, pour parler du confinement, hein, comme quarantena en Amérique latine, en l'Amérique hispanophone. Effectivement, merci Isabelle. J'avais aussi rencontré, mais alors au tout début, mais c'était plus par, par connaissance en fait, le terme encierro. En Espagne aussi, ils avaient commencé à le dire dans certains endroits, je crois. Et en fait, on a vite basculé, effectivement, comme tu dis, vers confinamiento.
voilà, ce qui commence déjà à nous donner une piste sur un petit peu la fin de la présentation, sur le fait qu'il y a une espèce de langue commune un petit peu qui se répand par contamination, c'est le cas de le dire encore, Oui. et voilà, aussi par mimétisme. Alors, si je puis me permettre, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Isabelle par rapport au fait que les médias français aient beaucoup mélangé la terminologie liée à la pandémie, par rapport à l'Italie notamment. Je trouve que nous, le confinement, on l'a appelé le confinement, et tous les Français l'ont appelé le confinement. Notre président, d'ailleurs, avec l'autorité qui lui sied, et c'est là qu'on voit que les mots ont du pouvoir, hein. Donc en France, on n'a pas trop quand même une relative homogénéité, je trouve, dans l'utilisation des 3-4 grands termes. Après que les gens aient fait des confusions en se trompant, effectivement, entre quarantaine, etc. Mais sinon, le confinement... Entre quarantaine et isolement. Voilà, ça c'est ça. Allez, exactement, là oui, ça je suis d'accord avec toi. Après, en Italie, effectivement, là, parce que moi je suis italianiste, donc je peux donner mon expérience. Là, c'était un peu la foire d'empoigne. Chacun y est allé de son propre terme. Et celui qui a remporté les faveurs des médias, on va dire, évidemment, c'est le calque, je dis calque, je dis pas emprunt, hein, de l'américain lockdown. Hein. Et la fascination qu'exerce la langue anglaise, anglo-américaine sur les Italiens, c'est encore révélé réel là. Et contrairement justement aux recommandations qui ont été faites par l'Accademia della Crusca, qui est l'équivalent de l'Académie française italienne, qui a dit, regardez ce que font les Français et les Espagnols avec confinamento, qui est un mot qui existe en italien évidemment, et qui aurait été très bien. Mais là, vraiment, si vous regardez partout, on a trouvé isolamento au début, contenimento, le fait de contenir le virus. Ça a été vraiment 4 ou 5 blocage, donc des mots pareils un petit peu forts comme ça. Et ça, c'est pas vraiment homogénéisé. Voilà, juste une petite parenthèse. Juste pour terminer, ce qui est très drôle, si vous vous rappelez aussi, en tout cas je l'avais noté, c'est que quand Emmanuel Macron a fait son discours le 17 mars pour nous annoncer le fameux confinement, il n'a jamais prononcé le mot ni confinement ni confiné. Et malgré ça, en fait, c'est un terme qui a percé. Qui a imprimé sa marque. On va passer à la suivante, on va continuer. Voilà, la transition est bonne puisque du coup, on a parlé de quarantaine et on s'est amusé aussi à regarder parce qu'effectivement, encore une fois, dans l'évolution des termes, on commence à parler de quatorzaine et puis ces derniers temps, on a même entendu parler de septaine. Alors, et je voulais rappeler, encore une fois important, pourquoi une quarantaine? D'où vient la quarantaine? Eh bien, ça vient déjà d'une épidémie très importante qui était donc la peste à l'époque, et pour laquelle il fallait s'isoler 40 jours. Et donc, on a parlé de quarantaine, et ce terme, vous voyez, il est resté dans la langue, et puis on l'emploie maintenant pour toute quarantaine. Je me rappelle que, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en Grande-Bretagne, il y avait un moment une quarantaine pour tous les animaux domestiques, et qui durait 6 mois. Voilà. Pour dire un petit peu C'est toujours le cas ? Voilà, l'évolution des... Voilà. Donc, pour rappel, je rappelle effectivement que la période d'incubation, donc, elle est recommandée, enfin, elle est estimée, entre 1 et 14 jours par l'OMS. Et effectivement, donc, on a fixé cette durée pour les cas les plus suspects. Et on est allé voir également dans les langues de nos voisins ou un peu plus loin, mais effectivement, ça se ressemble quand même beaucoup. Et je me demandais effectivement qu'est-ce qu'il en était maintenant de quatorzaine, voire de septaine dans les autres langues. Alors, j'ai trouvé en espagnol un petit peu de catorcena. Ça commence un petit peu à apparaître dans la presse. Je ne sais pas, Isabelle, si tu as d'autres choses à dire par rapport à ça. Sur la quarantaine, en espagnol, ce que j'ai déjà dit là tout à l'heure, ce qui m'intéressait aussi, c'est pour le déconfinement après, si tu veux. D'accord. Ou je peux en parler maintenant. Oui, de ce que j'ai vu dans la on est dans la presse thématique espagnole. un petit peu là. Donc. Oui, tu peux y aller, Isabelle, oui. En Espagne, ce qu'on entend, c'est desescalada. En tout cas, c'est ce qu'on entendait au tout début, parce qu'il y a un plan de desescalada en 4 phases qui permet à chaque phase de rouvrir plus d'activités qu'à la phase précédente. Et maintenant, on voit aussi à l'inverse, avec ce qu'on appelle los rebrotes, los repuntes, c'est-à-dire la hausse à nouveau du nombre de contaminations, c'est la reescalada, qui serait en fait donc un retour
à une situation antérieure. Et bientôt la redesescalada. Peut-être. Voilà, la desescalada et la reescalada. Sinon, on entend aussi desconfinar et desconfinamiento en Espagne. Ça confirme effectivement la tendance. On va avancer sur la diapo. Voilà, même celle d'après encore. Oui. Alors, voilà un mot intéressant. Le mot cluster. Que moi, j'ai découvert en français, parce que je le connaissais en anglais. D'ailleurs, dans ma carrière précédente, quand je travaillais donc, dans cette compagnie internationale d'aviation britannique, pour ne pas la nommer, je faisais partie du cluster Europe. Voilà, donc moi, je connaissais ce terme-là. Donc, je connais. Mais du coup, on s'est amusé un petit peu à regarder à nouveau les sens premiers en anglais, effectivement. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Et c'est ça qui est intéressant. Et dans le domaine médical, effectivement, j'ai rappelé la définition, en tout cas la meilleure représentation. Et je me suis aussi demandé pourquoi cluster, elle est restée en français alors qu'on pouvait très bien parler de foyer. Absolument, absolument. C'est assez incompréhensible. Foyer est déjà... A priori, on a, un peu comme en italien, en français, on a cette espèce de fascination, d'admiration ou de sérieux comment dire, que l'anglais, notamment américain, nous impose, effectivement. Et dans le médical, apparemment, Isabelle nous le confirmera ou pas, mais il y a beaucoup de termes anglais qui sont utilisés à la place de mots français qui pourraient être utilisés. Ce qui est étonnant, c'est dans la presse médicale, on parlait de foyer pour désigner ces fameux clusters, avant la épidémie du Covid-19. Alors pourquoi il y a eu ce glissement? Je ne sais pas. Une réponse peut-être là-bas? Alors, j'en sais rien, mais j'ai une supposition qui est, quand on parle de foyer, qu'est-ce qu'il y a? Bon, dans le médical, on a un foyer, mais foyer, ça existe déjà comme un mot français. Foyer, c'est la maison. Alors, cluster veut rien dire. Et donc, il y a éventuellement, pandémie, c'est mauvais, ça nous touche tous, c'est une image qui nous frustre. Donc, prendre un mot qu'on ne connaît pas et donne cette définition à ce mot qui est étranger, en fait. C'est ma théorie à moi. Non, mais c'est ça, en fait. En fait, ça confère un sérieux au terme qui fait qu'on va certainement le garder. Et c'est le type même de l'anglicisme qui va rester. Oui, moi, je suis plutôt cynique à ce niveau-là. Il y a tout un snobisme langagier qui fait qu'il faut toujours mieux, pour avoir l'air un peu plus à la page, utiliser le mot anglais, par exemple. Dans la mode, un petit top. On ne peut pas dire un petit haut, non, ça ne se fait plus. Cluster, ça fait drôlement mieux que foyer. Mais pour moi, c'est tout bêtement du snobisme langagier propagé par les médias. Excusez-moi. Certainement. Je ne sais pas s'il y a d'autres réactions dans la salle ou plus loin. On garde ça pour la fin. Alors, on va avancer, du coup, on va passer à la diapo suivante. Moi, j'ai une petite remarque sur cluster. Vas-y, Isabelle. Sur ce que l'on voit en Espagne. C'est vrai qu'en France, on a beaucoup d'anglicismes, plus qu'en Espagne encore, j'ai l'impression. J'ai regardé sur Santé publique France quel était ce cluster, n'est-ce pas? Et la définition qu'on rencontre, c'est regroupement dans le temps et l'espace de cas de maladie, de symptômes ou d'événements de santé au sein d'une population localisée. Et en français, on nous propose agrégat spatio-temporel. Inutile de faire remarquer que je ne l'ai jamais entendu à la télévision. Et nous avons par ailleurs le Haut Conseil à la santé publique sur le coronavirus qui fait une distinction entre cluster et foyer. Il nous dit que cluster, c'est quand il y a un regroupement d'au moins 2 cas en même temps et au même endroit. Et qu'à partir de 50 cas, il faut parler de foyer. Voilà, foyer épidémique ou foyer d'infection. C'est ça. En plus, oui, excuse-moi, il y a effectivement des colocations avec foyer. Un journaliste d'utiliser cluster ou foyer selon le nombre de personnes contaminées. Bref. Et puis alors pour l'Espagne, moi ce que j'entends le plus souvent, en fait, c'est simplement foco.
foco, c'est-à-dire en fait pour dire foco de coronavirus ou foco de contagio. Et puis pour parler en fait de l'endroit où, depuis lequel l'épidémie a pu commencer, j'entends aussi epicentro, l'epicentro del virus. Et abusivement aussi, l'expression epicentro del foco del virus, qui est vraiment redondante. Mais foco, voilà ce qu'on entend le plus souvent. Mais jamais cluster en Espagne. J'ai jamais entendu, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et en Italie, cluster pas aussi. entendu, en tout cas. Moi, je ne suis pas en Espagne en ce moment, comme évidemment, mais je regarde la télévision TVE tous les jours. Je n'ai pas entendu une seule fois cluster en Espagne. Je ne l'ai pas trouvé non plus dans les textes espagnols sur Internet. En faisant des recherches, effectivement, on voit plus souvent foco, comme tu disais, ou epicentro. D'accord. C'était une précision qui méritait d'être faite. Oui. Après, on va passer à un joli terme aussi, vous allez voir. Voilà, les fameux gestes barrières. Terme spécifiquement français. Ça, c'est sûr. Je ne m'abuse. Et du coup, je me suis amusé. Vous verrez, en fait, j'ai mis des parenthèses parce qu'effectivement, on peut parler d'un geste barrière ou de geste barrière au pluriel. La diapo d'après, j'ai mis le S de barrière entre parenthèses pour savoir si on faisait l'accord ou pas. On y reviendra. Mais voilà, j'ai voulu rappeler effectivement à quoi correspondaient ces gestes barrières. On les comprend bien sûr en français, mais savoir effectivement... et puis après, voir un petit peu comment c'était traduit dans les autres langues. Parce que c'est un geste, ou c'est un terme, on va dire, une association de mots qui est intéressante. Parce que si vous tapez ça sur des moteurs, des moteurs automatiques de traduction, eh ben, ils se plantent complètement. Voilà. Donc ça me fait plutôt plaisir, parce que je ne suis pas du tout un adepte de ça. Comme souvent. Et voilà. Donc je ne sais pas si on peut faire un parallèle avec ça. Et du coup, on s'est amusé à lister un petit peu toutes les possibilités qui existent en anglais et en espagnol. Il y en a peut-être encore d'autres. Donc, je vous laisse les découvrir. Mais il y en a un, par contre, qui m'a un petit peu intrigué. C'est le dernier, là, le barrier nursing. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà rencontré ce terme. En fait, c'est spécifique à la psychologie, apparemment. À la psychologie et à certaines pathologies, qui fait qu'on entoure les malades, justement, d'une espèce de... On les met dans un isolement particulier pour éviter, justement, une contamination, qu'elle soit, je ne sais pas, physique ou psychologique. Isabelle, tu en sais peut-être plus par rapport à ça? Je crois avoir entendu quelques collègues en parler, oui, de cette expression anglaise. Par ailleurs, au début de l'épidémie, cette expression qui me semble, elle, très française, qui n'est pas un calque d'une autre langue et qui, pour ça, me semble très appréciable. Je me suis demandé quelle était l'expression utilisée en Espagne. Bon, donc, comme tu l'as indiqué, hein, on voit souvent medidas de prevención et surtout medidas de seguridad. J'entends souvent medidas de seguridad, distancia de seguridad. Et à cette occasion, une collègue a fait remarquer que gestos barrera est un calque et épouvantable, hein. Et ce ne signifie pas qu'il n'existe pas, mais il a un sens différent, un sens justement lui aussi dans le domaine de la psychologie. Et il signifie en fait, il désigne en fait les gestes qu'on utilise pour établir une distance avec les autres dans la communication non verbale. Par exemple, se croiser les bras ou les jambes. Voilà, dans quel cas seulement on utilise gestos barrera en espagnol, que ce soit en Espagne ou en Amérique latine, je pense, hein, et jamais je l'ai entendu dans le contexte du Covid. Non, moi c'est pareil. En italien, c'est pareil. Ça ressemble aux choix qui ont été faits par les pays hispanophones, hein, dans les misure di protezione, les regole di protezione, il regolamento per la protezione, le raccomandazioni. Mais il n'y a rien qui ressemble ni de loin ou de près à notre geste barrière. Celui-là était bien trouvé en tout cas, hein, parce que c'est vrai qu'il a fait Flores, comme on dit. Du coup, on va passer un peu au détail de ces gestes barrières, parce que là, on a parlé des gestes dans leur ensemble, donc à la diapo suivante. Voilà, donc juste pour rappel, j'avais mis donc une parenthèse au S de barrière, parce que je me suis posé la question, je parle sans micro, parce que j'ai l'impression que c'est quand même mieux, sans masque, et je me suis demandé si barrière s'accordait. Parce que c'est une apposition. Absolument. Et on a des termes en français comme un film culte ou des films cultes. Culte ne s'accorde pas. Et en fait, l'Académie donc recommande, ou disons
à partir du moment où des gestes peuvent être assimilés à des barrières, elle dit qu'on écrirait plus logiquement barrière avec un S, donc on l'accorderait. Voilà, c'était une question que je me suis posée au début parce que je ne voulais pas mettre de S. Et puis sinon, donc pour la suite, voilà un petit peu le détail de quelques gestes barrières qu'on s'est amusé un petit peu à chercher les équivalents en anglais et en espagnol. Alors, en anglais, donc c'est assez, on va dire, classique. Je pense pas en avoir oublié parce qu'effectivement, on parle plus de masque, covering, mais en espagnol, il y a quelques différences. Oui, c'est marrant. Oui. En Espagne, Face c'est covering. mascarilla. Oui, En Espagne, mascarilla. En italien, c'est la Alors, mascherina. moi, ça m'intéresserait que la salle ou à distance me donne d'autres commentaires sur les autres termes parce que moi, je suis surtout branchée Colombie. Et donc, en Colombie, tout le monde me dit tapabocas, tapabocas. Si je dis, si mascarilla glisse dans ma conversation, bien malgré moi, on me répond non, tapabocas. Aquí solo tapabocas. Par contre, je n'ai pas entendu l'autre terme cubrebocas, je ne l'ai pas entendu. Donc, si c'est utilisé dans d'autres pays d'Amérique latine, ça m'intéresse. Et puis j'avais juste une petite anecdote, c'est aussi à mon avis une variation diatopique en français, juste là en l'occurrence, c'est vous avez entendu que en Afrique les gens disent cache-nez. Et je trouve ça marrant parce que quand on rapproche tapabocas de cache-nez, en fait de couvre-bouche, quoi, de cache-nez, c'est intéressant parce que là encore, on voit comment une expression reprend juste une caractéristique du concept en question. Donc, dans cache-nez, le nez, en tapabocas, la bouche, voilà. C'était juste pour cette anecdote. Et si d'autres hispanophones ont vu cubrebocas, ça m'intéresse, peut-être dans d'autres pays d'Amérique latine. Alors là, je vois qu'il y a une question en chat, sur le chat. Pas une question, mais plutôt une réaction. Oui. Donc, on a eu la confirmation qu'en Amérique latine, cubrebocas était beaucoup utilisé. Quelqu'un qui dit qu'en Colombie, c'est tapas bocas. En Argentine, barbijo. Et puis, c'est tout pour le moment. Alors moi, C'est bien. juste pour compléter, j'avais trouvé cubrebocas dans la Real Academia. En fait, c'est précisé en fait quels sont les pays. Et tapabocas, juste une autre anecdote, selon les pays, en fait, on met le S ou pas. On peut dire tapaboca ou tapabocas. Que ce soit, et c'est pas une question de singulier ou de pluriel, voilà. Donc c'était intéressant de voir encore une fois les usages culturels. Et du coup, on vient d'apprendre un nouveau mot pour l'Argentine que moi je n'avais pas trouvé. Je sais pas si tu le connaissais, Isabelle. Dernière petite anecdote avec l'italien et l'espagnol. C'est marrant, dans ces deux pays, il est petit, le masque. Chez nous, il n'est pas petit. Hein, c'est la mascherina ou la mascarilla, c'est pareil, c'est un suffixe diminutif. Non, chez nous, alors est-ce que c'est parce que c'est moins traumatisant peut-être? C'est possible, il y a toujours des explications sociolinguistiques à ces choses-là. C'est vrai que j'ai trouvé ça très mignon en espagnol quand j'ai vu qu'on employait mascarilla plutôt que mascara. Et c'est vrai que ça dénote encore une fois une approche culturelle différente. Mascarilla, ça c'est toujours employé, mascarilla, dans le domaine médical. Et pour un masque. Par opposition au masque de Venise, par exemple. Carnaval, oui, la mascara aussi. Exactement. Il reste 10 minutes, on va avancer Un petit peu. Voilà. un petit peu. Je voulais juste, si on peut, sur la diapo, juste parce qu'il y avait quelques... Oui, c'était juste par rapport au fait, donc ce fameux geste barrière de tousser étant dans son coude, j'ai trouvé quand même pas mal de déclinaisons et ça m'a un petit peu amusé parce que je vois que, effectivement, déjà en français, moi, quand on me disait tousser dans mon coude, j'ai dit, moi, j'ai du mal parce que mon coude, il est à l'extérieur. Alors, je suis allé vérifier la définition de coude. On devrait savoir ce que c'est. Et a priori, ça correspond à l'articulation. Voilà, donc on peut considérer que c'est ça. Mais j'ai trouvé ça beaucoup plus précis, donc, notamment en espagnol ou en anglais, où on peut avoir des choses comme ça qui sont très diverses et très imagées, encore une fois. Très bien. Mais sinon, les gens n'entendent pas sinon à distance. Oui, excusez-moi. Donc, oui, on parle de PPE en anglais beaucoup. PPE, Personal Protective Equipment. Et sans arrêt, je recevais ça dans des emails, dans des documentations qui venaient. Et effectivement, ça s'utilise beaucoup. Donc ça, c'est un acronyme à retenir, effectivement, parce qu'il s'utilise tel quel, donc PPE en anglais. Hein, d'accord. Oui.
Oui, ça doit être peut-être en français aussi. C'est les EPI, les équipements de protection individuelle. D'accord. Qui sont quand même à l'origine réservés à un secteur particulier, parce que... D'accord. Les EPI, ça s'utilise dans toute l'industrie, dans mais l'industrie. ça correspond à tout ce qu'on met quand on entre dans une zone contrôlée. Absolument, donc ça englobe... Donc c'est un masque qui fait partie des EPI, mais à ne pas traduire comme masque EPI. Non, ça ne marcherait pas. D'accord. Vraiment. Donc ça englobe tout l'équipement. Les EPI, c'est les équipements très généralisant, de protection individuelle, tout à fait. D'accord. Voilà, donc on va avancer parce que le temps nous presse. Oui. Oui, encore un terme moi, qui m'a bien plu, bien amusé, parce que distanciation, distanciel, voilà, on les entend maintenant à foison, donc on les entend, on les lit. Alors, quelques petites anecdotes sur effectivement le fait qu'on a parlé au départ de distanciation sociale, qui en fait, moi, ne me plaît pas beaucoup, parce qu'effectivement, ça implique qu'on va s'éloigner les uns des autres, alors qu'en fait, si on met ces gestes barrières en place, c'est justement pour qu'on puisse continuer à avoir une relation sociale, mais avec une protection individuelle. Voilà, et je sais qu'il y a eu beaucoup de calques par rapport à ça, bien de l'anglais, donc social distanciation, et c'était intéressant donc de le noter. Donc on recommande d'utiliser plutôt une distanciation physique, voire sanitaire. Isabelle, tu veux dire quelque chose par rapport à ça, rapidement ? Non, tout à fait raison. Moi, j'ai eu un texte au mois de mars, un texte écrit par, enfin, c'était de l'anglais européen, hein, et il disait la même chose, qu'il valait mieux dire social distance plutôt que physical distance. Et le titre même du paragraphe en question disait keep physical distance, but not social distance. Tu me disais aussi que Édouard Philippe, par exemple, parlait de distanciation physique. Je crois à l'Assemblée nationale, où il voulait montrer donc que ça n'avait pas le même sens que la distanciation sociale, mais apparemment, il me semble, pour l'instant, que distanciation sociale a l'air d'être plus implantée dans la langue de tous les jours que la distanciation physique. Ou sanitaire. Oui. Qu'en penses-tu ? Mais de facto, c'est une distanciation sociale. Même si on souhaite que ça ne le soit pas, ça l'est. Donc moi, personnellement, ça ne me dérange pas trop. Ce calque, pour une fois, ne me dérange pas trop parce que, voilà, automatiquement, on a été distancé des gens qu'on aime et avec qui on vit au quotidien. Alors, c'est vrai, c'est utile de le rappeler. En tout cas, bon, quel que soit après le contexte, on utilisera l'un ou l'autre. Mais effectivement, c'est un terme qui m'a interrogé. Voilà. Et du coup, je me suis aussi interrogé sur le fait que distanciel maintenant devient très courant. Ça n'était pas tant que ça. On a commencé à l'utiliser, et c'est une espèce de tendance donc à rajouter cette espèce de suffixe au mot. Et j'ai même entendu. Alors la première fois que je l'ai entendu, j'ai entendu serviciel. Je ne sais pas si c'est un terme que vous connaissez. Vous avez déjà entendu. Et c'était à l'époque la porte-parole du gouvernement, donc c'est pas forcément une référence, excusez-moi. Mais c'était quand même, ça m'a interpellé. Et en fait, je suis allé voir et j'en ai trouvé quand même pas mal. On parle de bâtiment serviciel maintenant. C'est-à-dire qu'un bâtiment qui offre des services, tout simplement. Voilà. Donc, encore une fois, je pense que cette situation, en fait, qui nous a imposé des mots, elle nous fait en utiliser d'autres, et le langage, comme ça, évolue et devient peut-être plus souple. Absolument. Donc rapidement, j'ai appris hier le mot figital, qui est une contraction de physique présentielle et digitale, en anglais digital. Un joli mot valise. Voilà. Digital. C'est tout neuf, ça vient de sortir. On va continuer d'avancer parce que... Oui, il reste 5 minutes, un petit peu plus 5 minutes. Là, on va un petit peu plus rigoler, puisqu'on s'est amusé à faire une liste de tous ces néologismes sociaux qui sont apparus et qui a quasiment créé une nouvelle langue. Donc, j'ai repris un peu la traduction du dernier 1984, qui avait remplacé novlangue par néo-parler. Est-ce que vous connaissez tous ces mots ? Skypero, oui, non ? Ou WhatsAppero aussi ? En tout cas, vous les comprenez, je pense. Donc, ce sont quasiment tous des mots valises, et certains vont rester, je l'espère en tout cas. En italien, on a eu aussi quelques... Alors, c'est un peu plus difficile de faire des mots valises avec l'italien, une langue qui s'y prête un peu moins. Mais on a eu aussi infodemia, donc le télescopage d'informations et de pandémie.
Donc c'est de l'infodémie, une infodémia, hein, qui est assez, oui, là aussi caractéristique de notre temps. Voilà. Donc il y en a certains, bon, à Pérus, comprend bien, effectivement, tous ces apéros qui ont lieu pas forcément dans la rue, mais de palier à palier ou trottoir à trottoir, voire de balcon à balcon. Le Casa Syndrome, alors ça c'est drôle, j'ai vu ça. Mais en fait, on parlait de cocooning tout à l'heure, et ce sont les gens qui en fait se sont trouvés en situation de confinement et qui l'ont plutôt apprécié. Parce qu'en fait, ils se sont trouvés dans une espèce de parenthèse douillette, on va dire, et qui a fait que, en fait, ils auraient même eu envie d'y rester. Le clap-clap au clock, c'est le fameux 20h, l'heure à laquelle tout le monde applaudissait les soignants. C'est vrai. Et en parlant des soignants, alors je ne l'ai pas mis là, on en reparlera après. Après, il y a des choses, bon, le connard de virus, ça c'est un petit peu pour l'anecdote humoristique, hein. On en a parlé. Le coping. Alors le coping, ça c'est un terme, je ne savais pas qu'il était aussi employé que ça, mais ça vient apparemment encore du médical. Je ne sais pas exactement d'où ça vient. Je ne sais pas si quelqu'un a une origine. Oui, c'est l'anglais, bien sûr. Oui. Exactement. Et ben l'Académie française, elle a donné l'équivalent français qui est faire face, avec un trait d'union, et qui est un nom masculin. Avec un trait d'union. Un faire face ou le faire face correspond au coping, en fait, effectivement, qui est le faire face à une situation comme celle-ci. Voilà, après des mots valises. Donc interdit, ça c'est pendant le confinement, c'est tous les jours, en fait. Tous les jours étaient des interdits. C'était plus lundi, mardi, c'était des interdits. C'est ça. Le lundi-dimanche, c'est un peu la même chose. Est-ce que vous savez ce que c'est que le Zoom bombing? Alors, qu'est-ce que c'est? Oui, j'en ai eu. C'est les Russes qui s'amusent à rentrer dans vos communications Zoom, et puis tout d'un coup, vous avez dans le chat plein de trucs en russe. Et ils vous ont hacké, tout simplement. Ils vous ont piraté. Tu as fait partie de la grande réunion qu'on a eue au début du confinement avec la. Oui, puis j'en ai eu un e-apéro pour moi. E-apéro, c'est sympa oui, aussi. aussi. J'en ai eu lors de ça. J'ai dit, qui est-ce qui nous écrit en russe là? En fait, c'est une ingérence, qu'elle soit. C'est curieux. Très bien. Je vais être obligé d'interrompre notre pardon, table ronde. Vas-y, termine. Le jumping, vous savez ce que ça veut dire? Quelqu'un devine? Jumping. Abréviation de Zoom et dumping. Ah, très bien. Ok. Vous pouvez deviner peut-être. Magnifique. C'est larguer quelqu'un par Zoom. Voilà. Magnifique. Le dumping, le jumping. Et quelques petites questions là sur les perspectives, effectivement. Voilà. Est-ce qu'on parlera de Corona Boomers? Peut-être. Pour les gens nés, est-ce qu'on les appellera des Coronials, comme les Millennials? Voilà. Yes. Super. Merci beaucoup. Merci à Isabelle, merci à Dominique pour ce petit... Pardon? Non, c'est pour ça que je me suis permis d'interrompre, parce qu'on est très pressé par le temps. Merci mille fois à Isabelle, merci mille fois à Dominique pour cette recherche très intéressante et très fructueuse, pour ces échanges que nous avons eus avec vous. Et merci encore. Et puis, à plus tard pour la suite des événements. Merci beaucoup. Merci à vous.